L'opération Seelow, Lion de mer en français. L'une des opérations les plus discutées et les plus contestées de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement car elle n'a jamais eu lieu. Seelow, c'était tout simplement une opération planifiée par l'Allemagne qui consistait à envahir l'Angleterre après avoir vaincu la France, en traversant la Manche et en débarquant sur les côtes anglaises, notamment sur les villes de Douvres et Portsmouth. L'une des opérations militaires les plus ambitieuses du Troisième Reich qui n'a jamais eu lieu. Pour beaucoup, cette opération se résumerait à un fiasco militaire car elle n'aurait jamais pu fonctionner. Pour d'autres, en réalité, c'est surtout un fiasco politique qui démontre la faiblesse administrative et politique allemande. La première chose qu'il faut avoir en tête avant de comprendre Seelow, c'est la capitulation de la France. 22 juin 1940, la France signe l'armistice. Le maréchal Pétain, qui pense que la France n'est plus en mesure militaire et politique de tenir, signe un armistice avec l'Allemagne. La France est divisée entre une France libre qui continue les combats, notamment grâce au général de Gaulle qui agit depuis l'Angleterre et depuis le désert, et le maréchal Pétain qui incite à cesser les combats contre l'Allemagne à travers son gouvernement de collaboration vichiste. Pour beaucoup, la campagne de France est vue comme une humiliation où la France s'est fait écraser par l'Allemagne car l'Allemagne était beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. En seulement 2 mois de combat, la France a été vaincue. Cette notion de vitesse, du mythe allemand d'une armée invincible, d'une armée très rapide, d'une armée fulgurante qui écrase ses adversaires, on la doit notamment à un homme, Heinz Guderian, le théoricien de la Blitzkrieg. Bien que le terme Blitzkrieg, qui signifie guerre éclair, soit surtout un terme d'après-guerre par les historiens, Heinz Guderian avait en effet créé ce phénomène de vitesse, ce phénomène de surprise, ce phénomène d'encerclement, ce phénomène de rapidité sur les adversaires, notamment depuis la campagne de Pologne. Guderian était un général brillant qui pensait que par la vitesse, on pouvait vaincre une armée à travers des percées et des grands encerclements, du moins des encerclements rapides. La seconde personne à qui l'Allemagne doit la victoire en France, c'est Heinrich von Manstein. Heinrich von Manstein, c'est un grand général allemand qui a notamment participé à la planification et au contournement de la ligne Maginot par les Ardennes. Mais alors que l'armée allemande semblait invincible en arrivant à percer les lignes françaises et à se rapprocher de Paris, une bataille va symboliser la division allemande sur le plan politique et militaire. C'est la bataille de Dunkerque. Alors que la France recule et que les lignes françaises sont percées, les troupes anglaises et les troupes françaises, notamment le corps expéditionnaire anglais, sont bloquées à Dunkerque. La repli de Belgique a fait que toutes les troupes françaises et anglaises qui étaient en Belgique se sont retrouvées dans la ville de Dunkerque. Les troupes françaises et britanniques se retrouvent alors totalement encerclées par l'armée allemande, mais une opération est lancée, l'opération de sauvetage, l'opération Dynamo. Dynamo, c'est une opération qui prévoit de retirer toutes les troupes françaises, britanniques et alliées vers l'Angleterre à travers une évacuation maritime. Sur le papier, l'opération Dynamo est tout simplement impossible parce que les Allemands sont déjà dans la ville de Dunkerque. Bien que des courageux Français résistent jusqu'à la mort pour retarder l'invasion, l'armée allemande est en supériorité numérique, en supériorité totale, même d'un point de vue aérien, et pourrait écraser les troupes présentes à Dunkerque. Cependant, ce n'est pas ce qui va se passer. L'opération Dynamo va fonctionner puisque 85% du corps expéditionnaire britannique et des troupes alliées présentes vont réussir à évacuer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, 2 hommes entrent en opposition. Von Rundstedt, qui est un grand général allemand qui a aussi participé à la campagne de France, et Heinrich von Manstein. Pour von Manstein, alors que Dunkerque est encerclée, il faut que les blindés foncent sur la ville, foncent sur les rives, pour tout simplement capturer les troupes alliées et les tuer si nécessaire. Pour Rundstedt, il faut procéder autrement. Les blindés, les panzers allemands doivent se stopper, l'armée allemande doit entrer dans Dunkerque progressivement et surtout attendre le soutien de la Luftwaffe. La Luftwaffe, armée de l'air qui est gérée par Göring, n'était pas encore présente sur Dunkerque au moment même, car les premières bases aériennes allemandes étaient loin, étaient reculées du front. C'est un débat qui est encore énormément discuté aujourd'hui sur qui est responsable de l'échec allemand à Dunkerque, notamment sur le fait que les troupes alliées ont pu s'échapper. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le mot de la fin a été donné par Hitler, le Führer, le dirigeant allemand. Hitler tranche la question en donnant raison à Rundstedt. Les blindés ne doivent pas foncer sur Dunkerque, l'armée allemande doit attendre le soutien de la Luftwaffe. Il est dit ici qu'il s'agirait d'une vengeance politique d'Hitler qui veut laisser son ami Hermann Göring, responsable de la Luftwaffe, réussir une victoire sur le plan politique, et ne pas laisser la victoire aux généraux allemands. En effet, dès la campagne de France, dès la campagne de Pologne, on sent cette rivalité entre l'état-major allemand, qui était, il faut dire à l'époque, des très bons stratèges, et le plan politique, notamment Hitler et tous ses proches collaborateurs, qui eux n'étaient pas des stratèges, mais essayaient de rayonner sur le plan militaire. Pour la politique allemande, la campagne de France est vue comme une victoire politique et non une victoire militaire. On aura même des clichés de Hitler qui va se balader à Paris pour montrer sa suprématie sur la France, pour montrer son intelligence vis-à-vis de la France qu'il a réussi à envahir en si peu de temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en apportant son soutien à Rundstedt, les panzers allemands ne vont pas entrer dans Dunkerque immédiatement, ce qui fait que les troupes alliées vont réussir à évacuer. On sent cette fracture entre les militaires allemands qui se rangent du côté du Führer et les militaires allemands qui essaient de garder une sorte d'autonomie, comme l'a fait Manstein. Alors que la Luftwaffe n'a pas réussi à rentrer à temps et que 338 000 hommes britanniques comme alliés ont réussi à s'évacuer, Hitler, par souci d'ego, va promouvoir Rundstedt au rang de Feldmarschall,
alors que Rundstedt avait tort en attendant d'envahir Dunkerque. Mais encore une fois, ça montre bien cette fracture politique. Manstein, lui, qui avait du coup théorisé toute cette invasion rapide de Dunkerque pour réussir à encercler ou à tuer les troupes britanniques, ne sera pas promu car il n'a pas soutenu le Führer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après le 22 juin 1940, lorsque la France signe l'armistice, le Führer s'attend à ce que l'Angleterre fasse la même chose. Le Führer s'attend à ce que l'Angleterre entame des pourparlers pour arrêter les combats. Sauf qu'en laissant cette opération Dynamo avoir lieu, l'Angleterre est plus motivée que jamais à continuer les combats, puisqu'elle vient de sauver plus de 300 000 hommes, et que l'Angleterre est plus motivée que jamais à battre les forces de l'Axe, que ce soit dans le désert ou en Europe. Hitler, furieux de voir que l'Angleterre ne veut pas entamer des pourparlers alors que la France vient de signer un armistice, décide d'organiser la planification du plan Seelow, lion de mer en allemand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où la France capitule, l'Allemagne a une suprématie qui est quasiment totale sur les Alliés. Le seul point faible de l'Allemagne, c'est sa flotte. La Kriegsmarine est principalement composée de sous-marins, qui sont à l'époque les U-boats, les sous-marins les plus efficaces probablement au début de la Seconde Guerre mondiale, mais niveau cuirassés, croiseurs et même destroyers, l'Allemagne a un temps de retard incroyable sur l'Angleterre. L'Angleterre, qui procède à un réarmement naval depuis la Première Guerre mondiale, a une flotte énorme capable de battre à elle seule toutes les flottes de l'Axe, à savoir Allemagne, Italie, Roumanie, etc. La flotte la plus puissante de l'Axe est à l'époque l'Italie, la flotte italienne. Ainsi, les principaux gros navires anglais sont en Méditerranée et non le long des côtes anglaises. La distance entre Calais et Douvres, qui sont un peu les deux villes les plus proches des côtes, Calais qui est en France, Douvres qui est en Angleterre, est de 50 km. 50 km séparent la France et l'Angleterre de ces deux points-là. 50 km de traversée. Le Führer veut une opération parfaite. Le Führer veut qu'en débarquant en Angleterre, l'opération soit le plus propre possible et ait le plus de chances possible d'aboutir. Hitler va énumérer 5 grands points qui doivent être à tout prix respectés pour l'invasion de l'Angleterre. 1. L'aviation anglaise doit être anéantie. 2. Les routes maritimes devront être dégagées des champs de mines et de la flotte. 3. Des champs de mines allemands devront être disposés de façon à ce que l'invasion navale allemande puisse être libre de toute manœuvre militaire vis-à-vis des Britanniques et de leur flotte. 4. Les puissantes batteries côtières et la défense anglaise des côtes doivent être totalement rayées de la carte. 5. L'invasion doit être encore une fois une blitzkrieg, une surprise, et lorsque l'invasion doit avoir lieu, elle doit être rapide et sans grande riposte des Anglais. En gros, les Anglais ne doivent pas être avertis de cette invasion. Le problème de cette opération, c'est qu'une invasion militaire, navale et aérienne oblige de mobiliser les 3 corps de la Wehrmacht, Kriegsmarine, encore une fois marine allemande, Luftwaffe, armée de l'air allemande, et Heer, armée terrestre. Le problème, c'est que comme on l'a vu à Dunkerque, déjà, entre la Luftwaffe et la Heer, ça n'allait pas du tout. La Luftwaffe n'était pas synchronisée, la Heer elle-même, entre Rundstedt et Manstein, ne s'entendait pas. Ainsi, rajouter la Kriegsmarine à cette opération fait que les 3 branches demandent une synchronisation et une organisation qu'ils n'ont absolument pas. Le responsable de la Kriegsmarine pour le projet Sea Lion, c'est l'amiral Henry Schreider. Henry Schreider est très pessimiste quant à l'opération Sea Lion car il a bien conscience qu'en aucun cas la Kriegsmarine pourra rivaliser avec la flotte britannique. Ainsi, Henry Schreider a conscience d'une chose, si l'invasion de l'Angleterre devait avoir lieu, elle devra s'effectuer principalement à l'aide de la Luftwaffe. Le problème est que la Luftwaffe est gérée par Hermann Göring, qui est un politicien plus qu'un militaire. Bien que sur le papier Hermann Göring ait fait la Première Guerre mondiale et était un très bon pilote, il est devenu l'un des plus proches d'Hitler, l'un des plus grands sympathisants du nazisme, et n'est absolument plus un général compétent qui est à jour vis-à-vis des doctrines aériennes de la Luftwaffe. De plus, Hermann Göring, qui était déjà à l'époque un peu dopé, un morphinomane comme on pourrait le dire, était une personne avec un orgueil complètement démesuré qui n'avait pas les yeux sur le terrain. Göring soutient le projet Sea Lion à 100% auprès d'Hitler, car tout simplement ce sont des alliés politiques. Et sur le papier, il avait raison. L'Allemagne avait beaucoup plus d'avions que les Alliés. 2700 avions allemands, chasseurs, bombardiers, soutien aérien étaient prêts pour envahir et frapper l'Angleterre, face à 1300 avions alliés, chasseurs et soutien aérien, qui étaient prêts à défendre l'Angleterre. Sur le papier, l'Allemagne était donc gagnante. Mais alors, pourquoi l'opération n'a pas eu lieu? Est-ce que c'est juste un problème politique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la campagne de France, l'Allemagne est épuisée. Les troupes allemandes terrestres sont complètement fatiguées d'avoir enchaîné les campagnes. Certaines troupes allemandes sont même dopées, il y a beaucoup de reportages qui parlent de la drogue dans l'armée allemande, etc. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que les Allemands sont fatigués. Pour certaines personnes, dont encore une fois Rundstedt, il ne conviendrait pas d'envahir trop vite l'Angleterre, et c'est surtout que pour le Führer, tant que les points ne sont pas respectés, l'opération ne doit pas être lancée. Il y a une sorte de rumeur qui voudrait dire que la Kriegsmarine et que l'armée de terre allemande ne pouvaient tout simplement pas envahir l'Angleterre, parce que même s'ils avaient la supériorité aérienne, ils n'avaient pas de quoi débarquer en Angleterre, notamment des barges, des ponts de débarquement, des ports artificiels, etc. C'est totalement faux, et ça l'histoire le démontre. La Kriegsmarine et les ingénieurs de la Heer, les sapeurs de la Heer, avaient totalement des barges de débarquement prévues, avaient totalement des barges de débarquement pour envahir et pour traverser des mers.
On dit souvent que l'Allemagne n'avait que des barges pour traverser les fleuves, n'avait que des barges pour traverser les rivières, des petits ponts de fortune, des petites barges, etc. Et c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ingénieurs allemands, qui étaient quand même très bons à l'époque, faut le dire, avaient totalement des prototypes, des schémas de barges pour traverser une mer et envahir l'Angleterre. Mais encore une fois, par orgueil, tant que les points du Führer n'étaient pas respectés, il ne fallait pas lancer l'opération, du moins les préparatifs de l'opération. Encore une fois, dire que l'aviation anglaise doit être anéantie, c'est très flou. Les routes maritimes devront être débarrassées des mines. Ça, c'est possible. Dire que les voies maritimes doivent être débarrassées des mines, ça encore, c'est possible. Mais dire qu'il ne va pas y avoir de présence navale britannique, c'est complètement aléatoire et tant que l'opération est lancée, on ne peut pas vraiment le savoir. Le Führer lance donc l'opération Adler. L'opération Adler, c'est tout simplement détruire la Royal Air Force, qui est la phase 1 du programme lancé. Dès juillet-août 1940, c'est ce qui va se passer. Les avions allemands vont commencer à patrouiller le long des côtes anglaises, les avions allemands vont commencer à attaquer et à engager la Royal Air Force pour tout simplement commencer à dégager la voie aérienne. La Kriegsmarine va jouer un vrai rôle dans la bataille d'Angleterre, notamment avec les U-boats. Les sous-marins allemands, c'est la terreur de Churchill, et il le citera même après la guerre, sa plus grande crainte, c'était les sous-marins allemands. Les sous-marins allemands, qui étaient quand même relativement furtifs à l'époque, mettent vraiment à mal les convois et le ravitaillement britannique. La Kriegsmarine va être tellement efficace pour bloquer le ravitaillement britannique que cela va susciter la jalousie d'une personne, Monsieur Hermann Göring, responsable de la Luftwaffe. Pour Hermann Göring, il était inconcevable que la Kriegsmarine joue un meilleur rôle que la Luftwaffe durant la bataille d'Angleterre. Son ego étant déjà bien attaqué durant l'opération Dynamo qui était un échec pour lui, il décide tout simplement que la Luftwaffe devra faire le même rôle que la Kriegsmarine, c'est-à-dire tout simplement attaquer les convois britanniques. Pour Hermann Göring, et là il va être un peu en opposition par rapport à Hitler, avant de détruire l'aviation anglaise, il faut tout simplement que les convois et le ravitaillement britannique soient totalement détruits pour isoler l'Angleterre et que l'aviation ne puisse plus venir. Ainsi, pendant plus d'un mois, entre juillet et août 1940, alors que la Royal Air Force n'est pas encore au point, l'Allemagne va perdre un mois entier à attaquer les convois, à chasser les bateaux dans la Manche. Ce qui est d'ailleurs totalement incohérent car la plupart des convois britanniques arrivaient par l'Atlantique, venant probablement du Canada ou des États-Unis. Au terme d'un mois d'attaque navale et de convois, 1% du pavillon de ravitaillement britannique est coulé. Un mois perdu à détruire 1% du ravitaillement britannique. Les sous-marins étaient 30 fois plus efficaces que l'aviation allemande. On voit encore une fois cette opposition entre militaires et politiciens qui marque évidemment une cassure au sein de la planification allemande qui fait que tout simplement elle n'est pas bonne. On arrive déjà fin août, début septembre 1940 et là pour Göring, il faut agir parce que là, le Führer n'est pas forcément content que ça n'avance pas. Göring déclare qu'il faut repousser l'opération d'invasion de l'Angleterre probablement en août 41, le temps de respecter toute la planification nécessaire. Pour des raisons politiques, et encore une fois on arrive à cette guerre d'ego, à cette guerre où chacun essaie d'être meilleur que l'autre, le soutien de l'aviation italienne est proposé pour envahir l'Angleterre, mais Hitler lui-même et Göring aussi vont refuser ce soutien de l'aviation italienne. On critique souvent l'aviation italienne en disant que durant la Seconde Guerre mondiale, l'italien était mauvais, etc., etc., que les chasseurs italiens, notamment les Fiat 42, étaient encore des biplans durant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les bombardiers italiens étaient relativement bons. Je peux vous citer notamment le bombardier BR-20 Sigonia, qui était un très bon bombardier pour l'époque, et qui aurait pu apporter une vraie aide à l'Allemagne. Mais, par ego, les Allemands refusent ce soutien italien. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'arrivé sur septembre 40, depuis août 40, les Italiens piétinent en Grèce. L'Italie qui voulait envahir la Grèce n'arrive pas à envahir la Grèce, c'est plutôt la Grèce qui est en train d'envahir l'Italie par l'Albanie. Donc le soutien des Allemands est déjà demandé ailleurs. Également, la guerre du désert s'intensifie, le soutien des Allemands est demandé ailleurs. La Kriegsmarine, elle, de son côté, se renforce notamment avec l'arrivée d'un certain navire qui est très célèbre, le Bismarck. Le Bismarck qui était censé être l'un des plus gros cuirassés, l'un des cuirassés les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui sera encore une fois très facilement coulé, notamment parce qu'il serait coulé par l'aviation britannique elle-même. Mi-août 1940, fin août 1940, c'est là où Göring va vraiment commencer à frapper l'Angleterre. Notamment 15 août 1940, le fameux Jeudi Noir. C'est là où la Luftwaffe va prendre énormément de pertes, parce que ses objectifs sont réactualisés. Au lieu de frapper le sud de l'Angleterre, Londres, etc., il se dirige au nord de l'Angleterre en pensant que l'industrie anglaise a été décalée au nord, notamment en Écosse, etc. Il va partir depuis le Danemark et la Norvège, notamment avec ses bombardiers longue portée, pour bombarder l'industrie anglaise présente en Écosse, etc. Cette opération est un fiasco sans nom, déjà parce que l'aviation allemande n'avait pas réussi à détruire une très grande part des avions britanniques qui défendaient le territoire britannique lui-même plutôt que les côtes, etc. Et c'est surtout parce qu'encore une fois, il y a un gros souci de portée.
Le Bf-109 qui était le chasseur allemand, le chasseur léger allemand qui avait fait ses preuves durant la campagne de France, durant la campagne de Pologne, etc., n'a pas une autonomie suffisante pour frapper rapidement l'Angleterre. On compte en moyenne 15 minutes d'autonomie si un Bf-109 partait de France pour aller jusqu'en Angleterre. Il y avait 15 minutes d'autonomie présent dans le ciel anglais avant de devoir faire demi-tour s'il voulait rentrer à temps. C'était un vrai défi pour les pilotes de toujours regarder la jauge d'essence si elle était suffisante ou non pour rentrer en France. De plus, bien que le Bf-109 soit un véritable chasseur allemand qui a fait ses preuves, comme je vous l'ai dit, là il y a un concurrent qui est quand même très fort en face du Bf-109, c'est tout simplement le Spitfire. Spitfire, on pourrait aussi parler du Hurricane. Sur la fiche technique, le Spitfire, c'est le cas de le dire, met une réelle vitesse au Bf-109. Spitfire beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, beaucoup plus maniable, là où le seul point fort du Bf-109 par rapport au Spitfire serait plutôt l'armement, voire le moteur un peu plus fiable dans les manœuvres. Essence limitée, moins rapide, moins maniable. Pour le Bf-109, c'est un réel défi d'envahir l'Angleterre et d'attaquer l'Angleterre. Surtout lorsqu'il se retrouve à attaquer le nord d'Angleterre comme ça soudainement. Également le Stuka, vous savez, le fameux bombardier en piqué allemand qui a terrorisé en Pologne, en France, etc. Il avait fait ses preuves autant pour attaquer les convois, etc. Mais lorsqu'il s'agit de bombarder l'Angleterre ou d'apporter un soutien aérien en Angleterre, le Stuka est relativement mauvais. Le Stuka, c'est un avion qui est quand même très lourd, qui a une grosse bombe en dessous. C'est un avion qui n'est pas très maniable. Face à un Spitfire, un Stuka ne peut que très peu se défendre, bien qu'il ait une tourelle à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises. Le Spitfire met un réel défi à toute la Luftwaffe. Encore une fois, Göring, par ego qui pensait que la Luftwaffe était invincible et supérieure technologiquement à l'Angleterre, se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Notamment, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est la technologie anglaise qui va faire que ce 15 août, ce jeudi 15 août sera un jeudi noir pour l'Allemagne. C'est tout simplement la technologie anglaise d'information, notamment la technologie du radar. Le radar, c'était une technologie qui n'était pas forcément nouvelle pour la Seconde Guerre mondiale, mais la plus utilisée par les Anglais. Le radar, c'est tout simplement une détection qui vous permet d'anticiper où les avions ennemis vont arriver. Mais lorsqu'un avion est détecté au radar, il est affiché sur l'écran de contrôle radar qui permet au Spitfire d'intervenir, puisque vous avez la localisation de l'arrivée ennemie. Également, au-delà du radar, une technologie qui va être très utilisée par les Britanniques, c'est la technologie du projet Ultra. Le projet Ultra, c'était tout simplement un projet du renseignement britannique qui arrivait tout simplement à déchiffrer les codes allemands et à repérer où les Allemands allaient frapper et quand ils allaient frapper. En ayant l'information, et ça c'est encore utilisé dans les guerres actuelles, vous pouvez tout simplement anticiper les coups de votre ennemi et avoir un coup d'avance. Donc, quand vous avez déchiffré le code allemand, de plus, quand vous avez un radar qui vous indique que les avions allemands arrivent bien à cet emplacement-là, vous pouvez énormément anticiper les assauts allemands. Göring s'était persuadé qu'en attaquant les convois, il avait détruit une grande part de la Royal Air Force, c'est totalement faux. De plus, bombarder le nord de l'Angleterre pour détruire soi-disant l'industrie ou les terrains d'aviation anglais n'avait absolument aucun intérêt stratégique, puisqu'une grande part de l'industrie anglaise commençait déjà à cette époque-là de venir du côté nord-américain, notamment du Canada, Québec, Ontario, qui produisaient déjà à cette époque énormément d'armements pour l'Angleterre. L'Angleterre avait anticipé cette production industrielle sur un autre continent tout simplement pour que son pays ne soit pas trop exposé à la guerre. Le problème, c'est que Heinrich Schreider, comme Manstein, comme Rundstedt, ne peuvent pas contredire les ordres de Göring ou les ordres du Führer, bien qu'ils perdent un temps fou. Le mot final revient systématiquement à Göring et à Hitler qui, sans s'en rendre compte, ne font que retarder l'opération et que laisser du temps à l'Angleterre. Fin août, début septembre, il est dit qu'un bombardier allemand avait pour ordre de bombarder une raffinerie anglaise et, sans faire exprès, aurait largué ses bombes sur Londres. Face à cette réponse, les Anglais auraient eux essayé aussi de bombarder Berlin sans succès, ce qui aurait mis dans une colère totale Hitler en voyant que des bombes étaient tombées sur l'Allemagne. Hitler entre dans une colère et dans un ego tel que lui veut à tout prix cette fois-ci bombarder l'Angleterre et détruire le moral anglais. Début septembre, notamment 7 septembre, un raid de plus de 100 bombardiers escortés par 400 chasseurs ont pour but de raser Londres. Et encore une fois, on en revient à cette notion d'égo et de démesuré où les objectifs s'actualisent en permanence. L'opération Sea Lion, c'est une succession d'objectifs qui ne font que s'actualiser du côté de la Luftwaffe, qui fait que l'armée de terre, comme la Kriegsmarine, ne savent jamais quand il faut agir et quand il faut se préparer. Un coup on bombarde l'industrie, un coup on bombarde les terrains d'aviation, un coup on bombarde les côtes, un coup on bombarde Londres pour détruire le moral. En fait, l'opération devient vite vide de sens et perd un temps fou à l'Allemagne. Bien qu'encore une fois, au niveau des combats, ça reste assez équilibré. Les Bf-109 ont beaucoup de mal contre les Spitfire, mais comme ils ont une supériorité numérique, comme encore une fois, notamment le He-111 qui est quand même là pour le coup un bombardier très utile en Angleterre, puisque le He-111, un bimoteur, qui a une portée, qui a une puissance de feu bien meilleure qu'un Stuka.
Là, on parle vraiment de sous ta bombe, de larguer des bombes, là où le Stuka larguait sa grande bombe et devait rentrer, etc. Le HE-111 va faire ses preuves en Angleterre, va être très bon, mais encore une fois, est-ce que c'était la priorité pour l'Allemagne de détruire le moral, de détruire l'Angleterre, là où il s'agissait de lancer une invasion? On n'envahit pas un pays en détruisant son moral, bien que ça peut marcher, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'acte militaire lui-même qui n'est jamais fait. Et c'est vraiment ce qui nous montre, encore une fois, que l'Allemagne ne pouvait pas gagner cette seconde guerre mondiale. C'est parce que les politiciens ne sont pas des militaires, et le problème de l'Allemagne, c'est que les politiciens jouent le rôle de militaires. Après, honnêtement, on va pas s'en plaindre, ça a permis aux Alliés de gagner sur beaucoup de points. Le seul avion qui va réussir à avoir une portée et une efficacité suffisante pour aider les HE-111 à bombarder l'Angleterre, c'est le Bf-110. Le Bf-110, c'est un chasseur lourd, un chasseur qui a une beaucoup plus grande portée pour intervenir, un chasseur qui est beaucoup plus blindé que le Bf-109. Bah, le problème du chasseur lourd, c'est que ça reste un chasseur lourd et il a le même problème que le Stuka, beaucoup trop lourd à manœuvrer, beaucoup trop lourd à déplacer, pas assez rapide par rapport à un Spitfire. Le Bf-110, bien qu'il puisse rester plus longtemps en Angleterre, se fera détruire presque encore plus facilement qu'un Bf-109, tout simplement parce que contre un Spitfire qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, c'est totalement impossible pour un Bf-110 d'engager un Spitfire. C'est là où l'ego de Göring commence à devenir un peu plus rationnel et un peu plus mesuré, parce qu'il voit bien les rapports de la Luftwaffe, il voit bien que les rapports sont mauvais, la Luftwaffe perd énormément d'appareils, la Luftwaffe est en grande détresse, et ainsi, à partir de septembre-octobre 1940, le soutien des Italiens en Angleterre est demandé, puisque les Allemands vont aller soutenir les Italiens en Grèce. Donc on a l'arrivée des fameux Fiat 42, l'arrivée des fameux bombardiers BR-20 Cigonia qui vont venir intervenir et bombarder l'Angleterre. Pour conclure, je pense que vraiment cet échec du Sea Lion, c'est une question mais politique à 100%. C'est l'ego qui prend le dessus sur le côté militaire par des personnes qui n'ont jamais été finalement militaires pour cette seconde guerre mondiale. Hitler était militaire durant la première guerre mondiale, Göring était aviateur durant la première guerre mondiale, donc militaire aussi, et ils sont restés en fait à se dire qu'ils avaient l'expérience militaire nécessaire pour diriger cette seconde guerre mondiale, alors que la seconde guerre mondiale par rapport à la première guerre mondiale, je vous apprends rien, c'est technologiquement différent à un point inimaginable. 1700 appareils de la Royal Air Force vont être abattus durant cette bataille d'Angleterre, ce Blitz de Londres, cette opération Adler, etc. face à 2300 avions allemands qui vont être abattus. 2300 avions, ça va être les chasseurs, les bombardiers, etc. Donc on voit bien que les Allemands ont perdu beaucoup plus d'avions, mais ont perdu beaucoup plus d'avions avec des missions vides de sens, avec des missions qui changeaient à chaque fois, ce qui nous prouve encore une fois, d'un point de vue je pense totalement neutre, la capacité militaire allemande qui était bonne, mais qui n'a jamais abouti par cette question d'ego. Également une chose qu'il faut prendre en compte aussi qui marque la faiblesse qu'a eu l'Allemagne très rapidement durant la bataille d'Angleterre, c'est que les combats ayant lieu en Angleterre ou près des côtes anglaises, lorsqu'un appareil est abattu, le pilote n'est pas forcément mort. En réalité, si on compte bien, les Anglais ont perdu 1700 chasseurs durant la bataille d'Angleterre, pour seulement, entre très grosses guillemets, 420 pilotes tués. Autrement dit, plus de la moitié des pilotes, lorsque leur chasseur est abattu, arrivaient à éjecter, arrivaient à évacuer l'appareil. Et quand vous êtes anglais et que vous vous éjectez de votre Spitfire en Angleterre ou même près des côtes anglaises, bah vous pouvez rentrer dans votre pays. Mais lorsque vous êtes aviateur allemand et que votre appareil est abattu en Angleterre, si vous éjectez, vous êtes en territoire ennemi et honnêtement, bon courage pour retourner en Allemagne. Alors pour la petite anecdote, hein, les Allemands comme les Anglais avaient des canoës gonflables. Si vous êtes amené à vous éjecter dans la Manche, ce qui est arrivé, ce qui pouvait arriver, ou même à amérir avec votre avion. Mais encore une fois, quand vous êtes pilote allemand et que vous vous écrasez dans la Manche, que les côtes anglaises sont à 500 mètres et que le territoire allemand occupé est à 49 km, dans un canoë gonflable, le choix est quand même vite vu entre tenter l'impossible et être capturé. Beaucoup d'as allemands comme de bons pilotes allemands se feront capturer par les Anglais, ce qui fait que la Luftwaffe passe d'une armée professionnelle, d'une armée entraînée, à une armée reconstituée de bleus et de jeunes pilotes. De toute façon, il faut se dire que après décembre 40, arrivé en 41, la bataille d'Angleterre devient un non-lieu, puisque l'opération Sea Lion est totalement mise de côté pour les autres fronts, Afrique, Grèce, etc., Yougoslavie, comme je vous l'ai dit, et que surtout, en fait, cette opération n'a jamais abouti, car dès le départ, la personne qui était aux commandes et avec le plus de responsabilités n'a pas été en mesure d'apporter les éléments nécessaires à cette invasion. Ça a été un fiasco politique sans nom en fait, et ça prouve encore une fois la faiblesse allemande. Comme on l'a vu à Dunkerque, Dunkerque c'est le meilleur exemple je pense de la faiblesse militaire allemande et politique.
En conclusion, est-ce que l'opération Sea Lion était possible? De mon humble avis, l'opération Sea Lion était 100% envisageable. À savoir que l'Angleterre était occupée en Afrique, une grande partie de la flotte anglaise était occupée en Afrique, comme les troupes. L'Angleterre doit se remettre de l'opération Dynamo. L'Allemagne était en mesure militaire, du moins technologiquement parlant, comme de manière aérienne, d'envahir l'Angleterre. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas, mais je pense que si les politiciens ne s'étaient pas mêlés des questions militaires, Sea Lion aurait eu lieu. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, au revoir.